Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Ce qu'on va faire après le bac, enfin moi je me pose plus cette question, moi c'est fini, alors ça, à moins que je le repasse encore et que je me demande ce que je vais refaire, quoique on finit jamais d'apprendre, mais c'est vrai que c'est une question que beaucoup de lycéens se posent et que beaucoup de parents, vous qui nous écoutez, se posent pour leurs enfants, et c'est vrai qu'il vaut mieux se la poser bien avant qu'arrivent les épreuves du bac et se demander quelles sont les filières qui sont possibles pour les lycéens, pour les enfants après le bac, quels que soient les types d'école. Il est 10h15, vous êtes sur Atlantique, on parle d'orientation scolaire, voici vos experts. Et on a Wissal au téléphone, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. La musique de ce matin nous donne la pêche. Ah bah oui, c'est fait exprès. Comment ça va Wissal ? Ça va très bien en ce début d'année bien froid et en ce début de deuxième semestre aussi pour les étudiants, mais pour les collégiens, les lycéens, pour tout le monde. Alors Wissal, on va quand même le dire, l'éducation, ça vous connaît, vous êtes en plein dedans. Oui, alors en plein dans l'éducation, j'étais en train d'écouter l'émission ce matin dès son début, et effectivement c'est un sujet extrêmement intéressant de regarder comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner des étudiants, ou plutôt les élèves, pour qu'ils se trompent le moins possible dans leur choix. Il y a des choses qui sont à retenir. Au Maroc, nous avons la très grande majorité de nos étudiants bacheliers qui vont s'orienter vers des études supérieures, mais qui vont plutôt s'arrêter vers la licence. Ouais. Près de 63% de nos étudiants s'arrêtent en licence, ne vont pas jusqu'au master. Pour des raisons qu'on pourra débattre dans une autre discussion, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse... Il y a le pognon déjà, faut être clair. Voilà, ouais. Oui, absolument. Bon. Alors, d'autres petites choses de par l'expérience dans l'exercice de mon travail actuel. Quand un étudiant est en terminale ou en l'année avant la terminale, alors c'est la première année du bac, il est relativement perdu parce que son premier défi, c'est celui de réussir son bac déjà. Ensuite, il veut tout faire, mais il faudrait aussi qu'on sache qu'est-ce qu'il est en mesure de faire en fonction de ses notes, en fonction de ses capacités intrinsèques, en fonction de ses ambitions personnelles et les ambitions de sa famille. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, une très grande majorité des familles veulent bien accompagner leurs enfants sur des études supérieures, souvent dans le secteur privé, à condition que le retour, entre guillemets, sur investissement soit démontré. Et du coup, nous tombons sur une question essentielle, c'est quel est le taux d'employabilité dans telle ou telle filière. Alors attendez, juste avant qu'on aille là-dessus sur les taux d'employabilité, le niveau de rentabilité, de ROI, de retour sur investissement des études, aujourd'hui c'est quelque chose qui est clairement calculé, parce que si on se base là-dessus, oui. Si on voit les niveaux de salaire moyen et ce que coûtent les études supérieures, on parle bien d'études supérieures au Maroc, après on pourra aller voir les études supérieures, ce que ça coûte à l'étranger, mais aujourd'hui c'est un vrai indicateur ? Oui, c'est un indicateur important parce que de par notre expérience, lorsque nous discutons avec les parents et les enfants qui sont en phase d'entamer une carrière d'enseignement supérieur, il est très important, et les parents nous posent la question très clairement, quels sont les débouchés possibles pour ce diplôme-là ou pour cette formation-là. Non mais qu'est-ce qu'on dit ? Il y a quoi ? Il y a un ratio, ce que j'ai payé et le salaire moyen sorti école, et puis après quelques années après. Absolument, c'est important. Les gens sont maintenant conscients. Je paye X milliers de dirhams par an pour pouvoir financer les études de mon fils. Au bout de 3 ans, il a un diplôme. Il lui faut 2 bonnes années d'essuyage de plâtre avant de pouvoir être dans un poste relativement stable. Qu'est-ce que ça va lui apporter ? Son premier salaire pourrait être évalué à combien ? Et en fait, le parent, à très juste titre, nous sommes également parents, et c'est un souci que nous avons, ils sont en train d'évaluer à quel moment est-ce que le jeune va être autonome, va pouvoir se prendre en charge, va pouvoir lui-même commencer une vie d'adulte autonome avec ses propres revenus et probablement ouvrir un foyer. Il y va de la sécurité de son emploi, et s'endetter, et tout ça, et puis là... Les parents s'endettent, Faisal. On n'a pas oui, non mais oui, les parents se saignent pour pouvoir financer des études décentes et correctes et convenables pour leurs enfants. Souvent, malheureusement, il y a des incompréhensions entre l'ambition des parents et la volonté de l'enfant. C'est le rôle de l'établissement d'accueil et des établissements de lycée, qu'ils soient publics ou privés, de pouvoir faire un travail pédagogique pour accompagner
les élèves sur un choix mesuré de leurs orientations par la suite. Il y a des méthodes et des choses qui peuvent être mises en place et je pense qu'il est de la responsabilité des services publics qui sont en charge de l'enseignement dans ce pays de pouvoir imposer des temps de conseil en orientation. Je sais que dans d'autres établissements qui dépendent d'autres systèmes, sans les nommer, il y a des conseillers d'orientation qui évaluent avec des choses scientifiques. Aujourd'hui, il y a des tests psychotechniques, il y a des coachs de développement personnel, il y a un certain nombre de... Mais on parle, excusez-moi, on parle de qui là? Parce que encore une fois, j'aimerais vraiment. Wissal, on se connaît, on a l'habitude de parler à bâton rompu et sans aucun filtre. C'est qu'on a des systèmes et des populations qui sont complètement différentes, des populations qui ont les moyens de s'endetter, parce qu'il y a alors ceux qui ont les moyens sans s'endetter, ceux qui ont les moyens de s'endetter et ceux qui ont absolument pas les moyens. De qui on parle lorsqu'on parle d'orientation? Oui, lorsqu'on parle d'orientation... On parle de gens qui ont les moyens. J'estime de gens de tout. Je peux aussi... Dans un lycée, c'est un peu moins vrai aujourd'hui qu'à mon époque quand j'étais au lycée, mais dans un lycée, on est supposé avoir un peu tout le monde. Alors, il y a les lycées privés, il y a les lycées publics, mais dans les deux systèmes, on est supposé proposer aux étudiants en terminale des conseils en orientation. Alors, qui prend ça en charge, c'est un détail technique. Mais il faut qu'il y ait des conseillers d'orientation. Ça peut dispositif. Être un dispositif. D'ailleurs, c'est prévu dans la réforme pour pouvoir justement nous approcher le plus possible de l'adéquation formation-emploi. C'est proposé par la CGEM dans de nombreuses recommandations qui ont été faites en la matière pour pouvoir stimuler davantage l'employabilité des jeunes. Il est essentiel de commencer par travailler à l'origine en proposant un mécanisme, un dispositif d'orientation aussi bien dans le privé que dans le public. On a bien des cahiers des charges qui Alors, je vais vous arrêter là et je vais vous poser la question à tous les deux. Je vais demander à Salim de réagir et revenir encore une fois aux fondamentaux. L'orientation scolaire, est-ce que ça doit être issu d'une réflexion globale, issue encore une fois de hautes orientations ou alors d'une stratégie qui dise il faut qu'on produise ça pour mettre ces compétences-là sur le marché et répondre à des besoins de stratégie sectorielle, ou alors ça doit être issu d'une vraie réflexion de se dire mais qu'est-ce qu'on veut pour le Maroc de demain et juste coller aux possibilités et aux compétences intrinsèques ou potentielles des candidats. Parce que là, je ne sais pas, sincèrement, qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on a un projet de société et qui colle avec ce qu'on va produire comme compétences et comme filières dans lesquelles on va orienter les élèves et les étudiants? Ou alors on se dit tout simplement, aujourd'hui on a des stratégies sectorielles, on veut créer ce type d'industrie ou développer ce type de secteur, il nous faut des compétences dans ces secteurs. Dans quelle mesure la réflexion autour de l'orientation doit se faire? Salim, et après je passerai la parole. Aujourd'hui, il y a différence entre qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui devrait se faire. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait? Il y a pas forcément une attente au niveau de tout un pays par rapport à qu'est-ce qu'on voudrait que devienne le Maroc de demain, et par rapport à cela, on va réfléchir sur des nouvelles réformes. Donc l'orientation se fait de manière complètement déconnectée de ce qu'on peut avoir comme réflexion en amont, c'est-à-dire plus générale. C'est de l'orientation technique. En tout cas, en orientation dans le système de l'enseignement supérieur, nous, par rapport à nos stratégies internes, on essaie de répondre à une attente sectorielle. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se fait au niveau public par rapport aux réformes qui sortent et qui après on nous en fait part à travers des circulaires, etc. Ça, je ne peux pas vraiment me prononcer, mais je n'ai pas vraiment l'impression que ça se fait par rapport à une attente d'ici 10 ans. Voilà, on veut que au Maroc on ait tant d'ingénieurs, on veut qu'il y ait tant de médecins, et par rapport à cela, on va essayer de booster la formation dans ce sens. Ça se fait au niveau de la formation continue, c'est-à-dire qu'après un étudiant, quelqu'un sort sur le marché du travail, la formation professionnelle, on va essayer de l'équilibrer et surtout de l'équiper par rapport à certaines choses qu'il n'a pas eu auparavant, et on répond à une attente encore une fois sectorielle. Mais ce sont deux pratiques complètement différentes. Oui, Sal. Moi, je suis d'accord avec Salim pour séparer deux approches. Il y a l'approche qui se fait au niveau du lycée pour pouvoir orienter au mieux
des étudiants vers les filières qui leur ressemblent le plus. Après, il y a le travail qui doit se faire au niveau du supérieur lui-même et au niveau de la reconversion ou bien au niveau de la réorientation des carrières en formation continue et autres. Et ça, c'est quelque chose qui doit se faire pour favoriser l'employabilité et pour faire la promotion des secteurs les plus créateurs d'emplois, pour anticiper les besoins du marché. C'est un travail qui se fait entre les acteurs de l'enseignement supérieur et de la formation continue et les acteurs du monde économique, c'est-à-dire les entreprises des différents secteurs industriels, de services et autres. Ce sont deux choses différentes. Pour rester sur le premier niveau, pour la formation au niveau des lycées, il est essentiel qu'aujourd'hui, des étudiants de terminale soient en mesure d'avoir des informations les plus essentielles, les plus basiques sur les données macro, on va dire, de l'économie de notre pays, du marché de l'emploi de notre pays, pour qu'ils sachent est-ce qu'il a intérêt à faire 14 ans d'études pour être médecin et qu'il en connaisse toutes les conséquences, tous les avantages, etc. Ou est-ce qu'il va aller faire un bac+3 dans une université publique en littérature anglaise? Ou est-ce qu'il va aller faire une école de commerce privée? Il faut qu'il ait le ABC qui lui permette de faire un choix. Et donc, il faut qu'on ait des outils pour permettre à ce jeune qui a 17, 18, 19 ans, pour qu'il puisse se projeter un peu dans l'avenir et qu'il puisse avoir de l'argumentaire. Nous ne faisons pas ça. Absolument. Ce sont les acteurs privés qui font ça à titre individuel dans le cadre de leur process interne pour aller regarder au niveau des lycées qu'est-ce qu'il peut y avoir comme soutien à apporter. Et d'ailleurs, je vais vous dire, non seulement l'exercice s'adresse aux étudiants, mais il s'adresse aussi aux enseignants de terminale qui ne sont pas nécessairement outillés pour répondre à des questions existentielles, mais somme toute importantes d'un étudiant de 17 ans. Mais ce qui est normal. Évidemment que c'est normal. Bon. Il ne sait pas s'il doit aller faire droit ou architecture. Après, on a raté un truc. Alors, excusez-moi, je passe la parole aussi, Salim. J'aimerais quand même rebondir sur un point essentiel. C'est qu'il y a certaines bases que devrait avoir un élève titulaire d'un baccalauréat sans pour autant prendre en considération cet aspect orientation. C'est que tout à l'heure on en parlait en off, c'est qu'un élève quand il sort quand il est titulaire d'un baccalauréat, il doit au moins savoir correctement s'exprimer, il doit savoir quand même se vendre, il doit savoir déjà il ne devrait pas avoir de problème de langue et nous sommes dans un pays francophone et il doit parler correctement un français et surtout on va s'arrêter là-dessus. D'épanouissement. Ah oui non, mais c'est là où il faut faire focus. On peut pas passer là-dessus de manière comme ça. Non, ça c'est un point qui est central. Mais central, mais c'est quand même très mitoyen au sujet de l'orientation parce que là maintenant quelqu'un qui n'arrive pas à répondre à ces questions parce qu'on aura beau sortir une fiche technique de comment est-ce qu'un élève pourra faire correctement son choix, mais s'il ne fait pas correctement son choix, il n'est pas fini ce gamin. Ce qu'il faut savoir, c'est que au moins il devrait avoir certaines bases, certains outils qui lui permettront de bien se vendre 3 ans après. Parce que nous, et c'est là où j'aimerais quand même mettre une bonne parenthèse, c'est que nous en tant qu'opérateurs dans l'enseignement supérieur, c'est nous qui sommes sous les projecteurs. On se dit qu'un étudiant, quand il sort sur le marché du travail, s'il ne trouve pas correctement un emploi qui lui plaise ou dans lequel il va bien gagner sa vie, etc., c'est de la faute à l'opérateur, soit à l'université publique, ou à l'université privée, ou l'école, etc. Mais il faudrait quand même mettre les projecteurs également sur les acteurs de l'enseignement fondamental. Et un étudiant qui sort ayant un baccalauréat, il doit quand même avoir des bases. Et là, le problème, c'est que nous sommes censés former l'étudiant sur certaines technicités, mais nous passons tout notre temps à essayer de rattraper le retard qu'il a eu dans l'enseignement fondamental. Mais, par exemple, nous proposons des filières en bac+3 et en bac+5. Donc, nous avons des étudiants qui sont lauréats après 3 ans et qui sont ouverts sur le marché du travail et qui sont prêts à occuper un poste. Mais, si nous ne sommes pas des magiciens, nous n'avons que 3 ans. On essaye de les outiller, mais on peut pas reprogrammer tout un système. Donc c'est pour ça que moi j'attire cette attention et je voudrais quand même que cet enseignement fondamental puisse nous aider dans ce sens. Et après il y aurait certainement des questions au niveau de l'orientation du choix de carrière, etc. Bon ça, si après le bac, il y a certaines formations de 2 ans, on en parlait tout à l'heure, c'est pas vraiment aberrant de se dire
bon, je sais que je veux aller dans les métiers du commerce. Bon, bah, je vais faire un bac+2, un BTS, c'est à ça que ça sert d'ailleurs. Et après, je vais voir est-ce que je veux faire de la finance ou est-ce que je veux faire du marketing, etc. Donc, on affine notre orientation au fur et à mesure de notre avancement. Mais j'ai une question je vous la pose à tous les deux. Hein. C'est Amina qui m'envoie un message sur Facebook. Que voulez-vous dire à un enfant qui veut devenir ingénieur lorsqu'il lit que plus de 600 ingénieurs quittent le pays chaque année et qu'on a 8000 cas de Marocains aussi qui quittent le pays chaque année? Ça pose une vraie question de savoir quels sont les débouchés lorsqu'on essaie d'orienter les élèves sur les réalités du marché du travail. Oui, est-ce que ce sont de vraies questions que se posent aujourd'hui les étudiants? Oui, mais quelle est Je vais juste poser la question à Wissal. Oui. Aujourd'hui, il y a des blancs dans tout le dispositif d'accompagnement de l'enseignement supérieur et de l'emploi des jeunes, parce que c'est le nerf de la guerre. On est à près de 10% de taux de chômage dans ce pays. Il est essentiel de trouver des réponses qui sont des réponses justes. Aujourd'hui, il devient urgent de faire la promotion des secteurs créateurs d'emplois. C'est le rôle de l'entreprise, c'est le rôle des corporations qui agrègent l'ensemble des entreprises. Il est également essentiel d'avoir des passerelles et des possibilités de reconversion, que ce soit dans la vie active ou que ce soit à la fin de ses études, que l'on puisse élargir davantage et nous intéresser à des filières de spécialité qui vont nous orienter vers les métiers de demain. Il est également essentiel d'anticiper les besoins du marché en termes de formation pour que justement on puisse nous orienter vers au maximum vers l'adéquation. Parce que dans l'emploi, il y a deux problématiques, au-delà du chômage. Il y a les problématiques de l'adéquation, de la non-adéquation de l'emploi, et il y a la problématique, dans la non-adéquation, on a deux choses. On a le déclassement et le surclassement. Soit on a quelqu'un de super qualifié mais qui fait un job largement en dessous de ses compétences. Il y en a beaucoup et les femmes sont très concernées là-dedans selon les dernières statistiques du HCP. Et puis nous avons les déplacements, c'est-à-dire quelqu'un qui est qualifié mais qui fait un job largement en dessous de ce qu'il peut faire. C'est pas quelque chose qui va demain nous aider à résoudre les problématiques de l'embauche, ni les problématiques économiques et des performances des entreprises et de leur compétitivité. C'est lié. Il est essentiel qu'on regarde de très près toute une chaîne de valeur qui doit commencer par le lycée, où, et je suis moyennement d'accord avec mon collègue Céline, aujourd'hui, l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur ont des problèmes énormes à trouver des étudiants avec un niveau de français suffisant qui leur permet de suivre de manière confortable leur cursus. Eh ben, on reviendra là-dessus, je vous coupe, il est 10h58, on va vers le flash info de 11h. Oui, ça vous dérange pas, on vous garde sous la main, bien au chaud, parce que c'est intéressant d'avoir les avis de professionnels et vous remplacer au pied levé. Merci encore une fois à la personne qui devait être avec nous. Ce matin, on parle d'orientation, on parlera de la langue, parce que là, ce point-là, il est essentiel. Normalement, on devra avoir dans quelques semaines, on essaye d'avoir monsieur le ministre, dans l'émission Les Experts, on attend juste la date à laquelle il viendra parce qu'on voudra centrer bien évidemment sur la question de la langue qui est encore une fois essentielle, encore toujours fondamentale. Idéologie versus pragmatisme du marché du travail, c'est vers ça qu'on va. En tout cas, ça pose de véritables soucis. On parle d'orientation aujourd'hui. Appelez-nous 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des Experts. On se retrouve après le flash info de 11h. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les Experts Atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des Experts. Aujourd'hui, on parle d'orientation. Pour soit si vous avez des grands enfants qui se demandent ce qu'ils vont faire. Bon, s'ils ont 7-8 ans, fichez-leur la paix. C'est pas le moment de leur demander, sauf s'il y en a qui sont très précoces, bien évidemment. Mais cette question se pose maintenant. C'est vrai qu'il faut commencer à y réfléchir maintenant en termes d'orientation. Mais c'est ce qu'on disait aussi pendant la pause, c'est que c'est bien beau d'avoir des orientations en termes de secteur, en termes de métier, mais après il faut voir aussi l'offre en termes d'enseignement
qu'est-ce qui est disponible, hein, c'est ce que tu disais, Salim, à savoir en termes de qualité, en termes de reconnu ou pas reconnu, en termes de public, privé, et tout ça, c'est après je dirais c'est l'orientation la plus technique, c'est-à-dire ok, on a choisi ce métier-là, mais qu'est-ce qu'il y a à disposition pour pouvoir y répondre. Au téléphone, on a avec nous depuis tout à l'heure, et je la remercie, Wissal Rarbaoui, que on connaît bien, qui est dans une autre vie. Elle venait intervenir sur le plateau pour nous parler de tourisme, mais ça fait quand même un moment, et aujourd'hui elle est directeur pays du groupe Planeta Formation et Université. Elle est avec nous là depuis le début de l'émission au téléphone pour nous aider à y voir un peu plus clair sur ces histoires d'orientation. Appelez-nous 05 22 95 36 70 ou 80. Ou la page Facebook des experts. Juste quelques réactions sur la page Facebook. J'ai Amine de Rabat qui nous dit qu'il a une anecdote pour nous. Lorsqu'il était au collège, lors de la séance d'orientation, au lieu de nous parler des options qui s'ouvraient à nous, le monsieur qui nous s'occupait de nous orienter entre guillemets, nous parlait de comment préparer son examen au brevet, comment se tenir, quoi manger. Heureusement pour moi, je savais ce que j'allais faire après le brevet. Sinon, j'aurais été complètement perdu. Et ça pose la vraie question aussi que Wissal nous a dit au téléphone tout à l'heure. Il faut que les gens qui orientent, il faut qu'ils aient de véritables compétences, en termes de, parce que c'est pas rien de dire franchement l'impact que peut avoir soit une séance d'orientation, soit un professeur dans la vie d'un élève. Moi, on le dit souvent à chaque fois qu'on parle d'éducation, moi j'ai 3 ou 4 professeurs qui m'ont marqué à vie, dont je me souviens de leur nom, quand j'étais au collège, qui m'ont soit dégoûté, soit encouragé. Et on sous-estime l'impact, je pense, sincèrement, de la noblesse de ce métier, de l'impact que peut avoir un prof dans votre vie, dans l'orientation de votre vie. Les étudiants peuvent s'identifier à lui. Voilà, et donc ça c'est extrêmement important. J'ai également petit Sam sur la page Facebook qui nous dit je suis amené à faire des recrutements, beaucoup même, et voilà, ça va nous faire parler du sujet dont je veux parler, à savoir la langue. Elle nous dit le niveau de langue des candidats est déplorable, quel que soit leur niveau d'études, bac+3 ou bac+5. L'école publique accepte tout le monde et c'est normal. Les Marocains n'ont pas tous les moyens de s'orienter vers le supérieur déjà privé. Les écoles privées sélectionnent peu également, sans généraliser, et celui qui peut payer sera diplômé. Voilà, il va, petit Sam. Le Maroc doit créer un vrai mécanisme pour cibler les bacheliers des années à venir. Et, disons à partir de 2030, il faut que le système éducatif soit révolutionné pour les générations futures, car l'actuel est complètement perdu. On nous parle de génération. Et la responsabilité en revient principalement au système éducatif de notre pays. Et elle nous dit qu'elle est, entre parenthèses, qu'elle est un pur produit de l'école publique, qu'elle a été témoin de sa défaillance, de sa déliquescence dans les années 90-2000. Elle est encore plus défaillante aujourd'hui. Elle est maman et elle se préoccupe de l'avenir de ses enfants qui ne feront sûrement jamais l'école publique au Maroc, et elle trouve ça extrêmement triste. Voilà, ça c'est un tableau très pessimiste, mais qui est réaliste. C'est une manière aussi de la focale nous permet d'avoir ce genre de tableau, et je pense que beaucoup de gens partagent ce genre de constat. Mais je reviens à sa première phrase, à savoir le niveau de la langue, et ça c'est quelque chose que tu as évoqué, Salim, tout à l'heure. Est-ce que Wissal est avec nous au téléphone? Oui, je vous écoute. Voilà, ça va Wissal? Ça va très bien. Bon, je suis ravie de participer à cette émission. Et ça t'aura évité de prendre le train depuis Rabat? Ouais. Voilà. Vive la technologie. Super. Alors, le téléphone quand même, ça fait un moment qu'on l'a inventé. Faudrait qu'on forme justement les inventeurs de demain. Mais bon, ça c'est une autre histoire. La langue. Alors ça c'est vraiment une question qui est c'est bloquant, fondamentale. Et là, Salim, tu l'as évoqué tout à l'heure. On a petit Sam sur la page Facebook aussi qui nous le dit. Elle du côté entreprise, petit Sam, elle nous dit voilà, moi elle fait beaucoup de recrutement, elle en a fait beaucoup cette année, et elle déplore le niveau de langue. Et je pense qu'elle parle de toutes les langues. C'est pas seulement le français, c'est aussi toutes les langues, que ça soit l'arabe, que ça soit le français, ou que ça soit l'anglais, bien évidemment. Mais elle a avancé quand même une partie de la réponse dans sa question, parce qu'à un moment donné, elle a dit je déplore le niveau de langue, et après elle a parlé des écoles publiques, et elle pense bien former ses enfants dans l'école privée. Ce qui veut dire que là aujourd'hui, nous sommes face à un constat qui dit que l'école publique
peut-être n'a pas les moyens de former correctement ou peut-être de rendre francophone l'éducation, l'enseignement, et donc pour pouvoir donner un niveau respectable à nos étudiants, il faut aller dans le privé. Et moi je la rejoins un petit peu dans sa réflexion, parce que bon, après, même dans le privé il y a des niveaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mieux on choisit l'école fondamentale, son lycée, mieux on est apte à avoir un niveau de langue correct et apprécié par les parties prenantes, par les autres. Et donc là, c'est quand même dommage, parce que normalement nous devrions assister à une différence public-privé qui serait tout autre que le niveau de langue, parce que là c'est obligatoire de parler. Quand je dis la langue, j'insiste trop sur la langue française. Ouais. Si vous voulez prendre notre cas, par exemple chez nous, j'ai longtemps hésité, j'ai longtemps retardé, mais là cette année j'ai pris mon courage à deux mains et j'enseigne à mes étudiants le chinois, parce que là on est dans une ère, on ne dit plus waouh au français, on ne dit plus waouh à l'anglais, mais on va se démarquer, peut-être un étudiant pourra se démarquer par une toute autre langue. Non, mais là on est en déphasage. De séparer et justement de sortir de cette hypocrisie monumentale dans laquelle on est, dont on n'arrive pas à sortir. Et là je passe la parole à Wissal. Le français aujourd'hui, on en a souvent discuté, on est d'ailleurs en train de parler en français sur cette antenne, on est sur une radio respectable, on est sur un groupe de médias respectable qui a à chaque fois, qui a un quotidien reconnu depuis des années francophone, l'économiste, on est sur une radio qui est arabophone et francophone, on a aussi un support arabophone, bref. Est-ce que on a encore aujourd'hui, dans l'orientation, dans les niveaux, les établissements d'enseignement supérieur, on souffre encore de cette hypocrisie vis-à-vis de la langue française qui est la langue business aujourd'hui. Je parle bien du marché interne. On ne parlera pas de l'anglais, des langues étrangères qui sont bien sûr nécessairement dont on a besoin et qui viennent enrichir, etc. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de ces cadres, lorsqu'on parle de ces ingénieurs, lorsqu'on parle des employeurs, c'est de français business dont on a besoin. Wissal, est-ce qu'on souffre encore de cette hypocrisie ? Oui, je le dis un peu la mort dans l'âme, parce que je suis triste effectivement de constater à quel point le niveau de français, d'élocution, d'expression de nos jeunes se dégrade. Alors deux choses. D'abord, effectivement, le contenu et le cadre d'enseignement et les compétences d'enseignement de manière globale au niveau du lycée et du collège public plus que privé, mais on commence aussi à avoir des couacs dans le niveau du privé, parce qu'il y a le privé niveau 1 premium et il y a le privé niveau Walou. Et donc on reçoit... C'est bien, c'est une nomenclature du ministère, ça, le niveau Walou ? Non, c'est moi. D'accord. Ok, non, je voulais savoir. Et on commence à recevoir des profils d'étudiants qui font des erreurs, quand même des gamins scolarisés en CE2 dans une classe, dans une école qui se respecte, des erreurs qu'ils ne feraient pas. Alors, d'autant plus que maintenant avec les smartphones, avec les nouveaux langages des réseaux sociaux, avec la codification d'échanges que les jeunes ont inventés, ça n'arrange pas du tout les choses. On ne sait plus ni parler ni écrire. Je suis d'autant plus triste que moi-même, je suis un pur produit d'enseignement public marocain, et je suis très fière et très reconnaissante à mes enseignants de l'époque, qui sont des Marocains d'ailleurs, ils ne sont pas venus de la Lune, et ils nous ont enseigné des choses très convenables qui aujourd'hui nous ont largement servi dans notre carrière et dans notre épanouissement. Ce que je veux dire aussi dans l'importance des langues, c'est que nous faisons effectivement dans notre école... Alors je ne me suis pas beaucoup éloignée du tourisme, parce que le groupe Planeta, qui est une multinationale, a ouvert une école spécialisée en management du tourisme à Rabat, qui est Hostelé à Rabat, et une business school qui s'appelle SSK, et qui est une école qui vient de France. Nous accordons une importance essentielle au niveau de langue des étudiants, mais pas que. Parce qu'effectivement, nous essayons de rattraper aussi les imprécisions avec lesquelles pourrait venir un étudiant qui rentre en première année de licence, il ne sait pas trop à quoi s'attendre, et nous intégrons à l'intérieur de nos programmes un peu moins que la moitié, c'est-à-dire 40%
de nos volumes horaires sont consacrés à des choses qui vont permettre du coaching, du développement personnel, du développement Mais professionnel. moi, j'ai juste une question par rapport à la langue française, que bon, encore une fois, c'est quelque chose aussi, moi, qui revient souvent dans mes émissions. Pour moi, la francophonie business, pragmatique, elle est extrêmement importante. Est-ce que on vous écoute aujourd'hui, en haut, dans cette lutte idéologique qui fait que on a absolument détruit le niveau de français juste pour des raisons idéologiques, tout simplement. Est-ce qu'on arrive à faire comprendre que pragmatiquement, les employeurs, lorsqu'ils ont besoin, quand on doit avoir accès à des fonctions, que ça soit dans une multinationale, que ça soit même dans une PME, que ça soit dans la banque, que ça soit dans l'assurance, que ça soit dans des secteurs qui sont traditionnels, aujourd'hui, il faut le français. On est bien d'accord. Oui. Il faut essentiellement le français. Et ben alors on n'écoute pas en haut, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas de consultation de la base, ce qui sont les établissements d'enseignement supérieur et qui sont censés fournir, j'aime pas ces métaphores industrielles, mais fournir des compétences aux entreprises, ça remonte pas? Mais si, il y a eu une recommandation royale récemment. Pardon, ça remonte, mais on est essentiellement dans une espèce de dichotomie ou de schizophrénie qui fait que on décide de politiser l'enseignement en mettant de l'arabe au niveau du collège et du lycée, et puis à un moment donné, on leur demande de faire tout en français, puisque même l'université publique marocaine ne peut pas enseigner les matières autrement qu'en français, sauf les matières qui sont naturellement en arabe, comme l'arabe. Mais aujourd'hui, il faut qu'on arrête ce complexe de je suis plus marocain que les Marocains si j'étudie tout en arabe et que je parle très bien l'arabe, et je suis moins marocain que les Marocains si j'étudie en français et que je parle français. Aujourd'hui, le français et l'anglais, nous on enseigne le français et l'anglais, etc. On a des cours de perfectionnement en français et en anglais parce qu'on sait et on sent que nos étudiants ont besoin de rattraper le gap pour qu'ils aient un français capable de les mettre sur le marché de l'emploi. Donc quel temps perdu, quel temps perdu. Quel temps perdu, beaucoup d'énergie. Nous y intégrons également, nous enseignons le russe et le mandarin qui, je dois l'avouer, ont un succès énorme dans la filière du tourisme international parce que c'est les métiers de demain. Les jeunes ont compris. Les jeunes n'ont pas de problème à comprendre qu'ils ont besoin d'être bons dans les langues étrangères pour pouvoir intégrer le marché de l'emploi. Ils n'ont pas ce problème. Ils sont prêts à faire l'effort. Maintenant, il va falloir qu'on outille tout ce beau monde, qu'on commence très tôt, qu'on mette en place les mécanismes et les outils qu'il faut, les enseignants qu'il faut, la qualité qu'il faut, le niveau d'exigence qu'il faut pour qu'on puisse tirer tout cela vers le haut. Alors sur cette question de la langue et puis la réaction aujourd'hui également des auditeurs qui nous livrent leur avis et leurs sentiments par rapport à cette situation-là. Est-ce qu'on peut considérer par rapport à tout ce qui a été dit, je dis pas que tout ce qui se dit dans cette émission est représentatif, mais je pense qu'il est également représentatif de ce que beaucoup de gens pensent. Mais j'ai pas non plus envie de dresser un tableau complètement noir parce que sinon on va croire qu'on est tous des idiots et qu'on ne produit que des idiots. Je dis encore une fois entre guillemets, j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de peindre, mais j'ai tendance à croire que c'est pas le cas. Wissal, dites-moi, rassurez-moi. Allô? Oui, Wissal. Oui, je suis là. Je voudrais juste qu'on sépare deux approches. Il y a l'enseignement qui est de la pédagogie, de la culture générale et de la transmission de la connaissance. C'est une chose. Et il y a l'enseignement et la transmission de la compétence pour favoriser l'emploi et participer à la performance économique du monde de l'entreprise et donc du pays. Ce sont deux choses différentes. Le débat sur les langues, il rentre dans cette différence-là entre ces deux choix. Moi, je ne suis contre ni la mazir, ni la langue arabe, ni la langue française, ni le mandarin, ni rien. J'ai la chance d'appartenir à une industrie, ou d'avoir appartenu à une industrie qui est celle du tourisme, qui se nourrit quotidiennement des langues universelles et des langues dans leur diversité. Moi, je prends l'exemple. Je prends votre exemple à vous, Wissal. Vous êtes parfaitement arabophone, parfaitement francophone et anglophone également. Parfaitement arabophone, anglophone, francophone, hispanophone. Eh ben alors. Moi, j'ai étudié ces langues. J'ai étudié d'abord en français et en arabe avec un niveau d'exigence suffisamment élevé et avec un encadrement suffisamment bon pour que je puisse avoir accès aussi, comme beaucoup de mes on va dire confrères et de personnes qui sont de ma génération, nous avons pu avoir accès à l'enseignement des langues. Il faut qu'on se décomplexe par rapport à cette histoire. Est-ce qu'on va enseigner en amazigh, en arabe, en anglais ou en français? Enseignons avec les langues qui fonctionnent. Enseignons avec les langues que le marché de l'emploi demande.
Aujourd'hui, dans une école supérieure d'enseignement de tourisme international, on est obligé, nous à notre niveau en tout cas, d'intégrer l'ensemble des langues étrangères qui sont demandées sur le marché de l'emploi. Il n'est pas pensable aujourd'hui de s'intéresser à cette industrie-là si on ne s'intéresse pas aux Russes et aux mandarins qui sont des pays extrêmement exportateurs de visiteurs internationaux. L'anglais est un basique, est un must-have. Oui, c'est le niveau zéro, quoi. C'est plus négociable. L'anglais et le français ne sont plus à négocier. Ça ne nous enlève rien à notre culture, à notre appartenance, à la force de notre conviction sur notre identité marocaine, arabe, musulmane et tout le reste. Enfin, ce sont deux choses séparées. Mais est-ce qu'on en parle suffisamment de ça? Est-ce qu'on en débat suffisamment? Est-ce qu'on a l'impression que dès qu'on parle du français, c'est tabou, alors qu'on est entouré de cette, dans les rues de Casablanca, de Rabat, même quand vous allez dans le plus petit village marocain, vous aurez tout le temps une inscription en français quelque part. Est-ce qu'on en parle suffisamment pour régler ce problème-là? À mon goût, pas assez. Je pense qu'il va falloir à un moment donné que l'on tranche de manière radicale, visible et de manière nette ce mélange entre les outils nécessaires à un enseignement efficace, créateur d'emplois, et des problématiques politiques, identitaires. Ça n'a rien à voir. Les Chinois peuvent aussi avoir de l'anglais dans leur cursus d'enseignement. Regardez l'Égypte. L'Égypte enseigne en anglais. Enfin, personne ne vient leur dire « Oh là là, quel scandale, pourquoi vous n'enseignez pas en arabe ?» Ils enseignent en anglais. Beaucoup de pays étrangers, lorsqu'ils s'orientent vers une ouverture à l'international, décident que certains cursus, certaines filières sont 100% en anglais, alors que c'est un pays qui est, je dis n'importe quoi, en Allemagne, en Suède, en France ou ailleurs. Enfin, il faut qu'on se décomplexe de cette histoire de langue et qu'on comprenne l'exigence qualitative de la maîtrise de la langue française n'est pas un choix. Et je rajouterais juste par rapport, puisqu'on parle souvent des marchés vers lesquels le Maroc veut aller s'implanter, on oublie que l'Afrique de l'Ouest aussi, c'est notre avantage finalement et notre compétitivité qu'on peut avoir par rapport à d'autres pays sur l'Afrique de l'Ouest, c'est aussi le fait qu'on soit francophone. On est bien d'accord. Alors, et ça... J'allais y venir. Nous avons des étudiants, nous, à notre niveau, qui viennent d'Afrique de l'Ouest, qui viennent de plusieurs pays d'Afrique francophone, et c'est une chance que nous puissions leur enseigner aussi en français, parce que c'est une expérience que nous valorisons beaucoup, parce que cette ouverture-là est assumée à notre niveau, mais pour qu'on puisse donner des résultats avec des étudiants, qu'est-ce qu'on a promis aux étudiants lorsqu'on les a accueillis en première année de licence? On leur a promis qu'ils seraient les managers et les leaders, les dirigeants de demain. Pour être un dirigeant, il y a le ABC pour être dirigeant, c'est les compétences techniques, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on est intrinsèquement. Ce sont nos soft skills, notre capacité à nous exprimer de manière compréhensible, fluide, efficace, pour que l'on puisse transmettre ce que nous savons, ce que nous voulons. Et ça, ce sont des choses aujourd'hui sur lesquelles l'enseignement supérieur universitaire ne peut plus faire l'impasse. C'est quelque chose aujourd'hui qui est ancré dans notre fonctionnement au quotidien, qui devrait être anticipé davantage au niveau des lycées et du collège. Moi, je dis que nous dépensons énormément d'énergie et de moyens pour la réforme de l'enseignement. Au final, et dans ma toute petite compréhension qui n'engage que moi, l'enseignement primaire, collégial et de lycée, de quoi il a besoin dans notre pays? Il a besoin, d'un cadre qualitatif avec le minimum requis de sécurité, de salubrité, et puis surtout d'enseignants de bon niveau, correctement formés, valorisés. Il faut que l'enseignant récupère ses lettres de noblesse. Vous avez parlé tout à l'heure, c'est ça en début d'émission, de votre souvenir que vous avez de certains de vos enseignants. J'en ai aussi certains que je vois encore. Je suis extrêmement fière d'avoir été encadrée et accompagnée. Alors, je dis bien certains à qui j'en veux et à certains dont je me souviendrai et qui m'ont vraiment marqué positivement. Comme nous tous. On se souvient très positivement et beaucoup d'entre nous sont redevables à leurs enseignants dont ils se souviennent assez régulièrement, qui ont participé à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je ne suis pas certaine que les générations futures puissent en dire autant de leurs enseignants, en tout cas dans une proportion largement inférieure à ce que nous pouvons voir dans les générations précédentes. Il est urgent et essentiel de nous intéresser aux basiques qui fait de l'étudiant un étudiant productif demain. Merci beaucoup, Wissal. Je suis obligé de couper parce qu'il est 11h57.